vers une gestion durable des mauvaises herbes. Alors ça veut dire quoi, vers une gestion durable des mauvaises herbes? Eh bien ça veut dire que nous sommes dans les agrosystèmes et que si par exemple vous plantez un champ de blé, vous n'avez pas trop envie que des mauvaises herbes viennent envahir et remplacer à la limite votre culture. Si par exemple vous plantez une graine et puis que d'autres plantes vont pousser en parallèle et vont entrer en compétition à la limite avec cette plante, vous allez faire quoi? Eh bien vous allez arracher cette plante. Seulement quand vous êtes dans un agrosystème, les cultures sont très grandes, surtout depuis le remembrement, et donc on ne peut pas arracher les mauvaises herbes les unes après les autres. Il faut utiliser des méthodes qui sont plus ou moins radicales, mais le problème c'est qu'il y a l'environnement et il y a la santé qui sont mises à contribution. Vers une gestion durable des mauvaises herbes, ça veut dire que l'agriculteur doit gérer ces mauvaises herbes. Comment faire? Ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, essayer de comprendre aujourd'hui du moins. Le développement des plantes cultivées peut être très largement compromis par certaines plantes sauvages qui seront par exemple, qui peuvent être plus vigoureuses, qui peuvent concurrencer les plantes que l'on a mis en culture, notamment pour l'accès à la lumière, concurrencer pour l'eau également, pour les sels minéraux. Il existe, pour éviter ces mauvaises herbes, donc du moins cet étalement des mauvaises herbes dans le champ ou dans le labour ou là où il y a des cultures en fait, donc il existe des herbicides efficaces mais qui malheureusement vont poser des problèmes pour notre environnement et notre santé. Alors on peut se poser le problème concernant les risques que ces herbicides mettent en jeu. Que représentent ces risques pour notre environnement et notre santé et quelles solutions peut-on envisager? Le problème est compliqué, le problème est grave à la limite si on se place à l'échelle de la planète entière. Les agrosystèmes ont une incidence sur la qualité des sols et l'état général de l'environnement proche de façon plus ou moins importante selon les modèles agricoles. L'un des enjeux environnementaux majeurs est la limitation de ces impacts. La recherche agronomique actuelle, qui s'appuie sur l'étude des processus biologiques et écologiques, apporte des connaissances, des technologies et des pratiques en fait pour le développement d'une agriculture durable. Et là, en l'occurrence, durable, on va parler des mauvaises herbes. Donc, agriculture durable qui vont permettre tout à la fois de couvrir les besoins de l'humanité et de limiter et de compenser les impacts environnementaux. Alors, nous allons commencer par discuter un petit peu concernant le glyphosate, qui est un herbicide controversé. Glyphosate, ensuite, nous verrons qu'il y a des moyens de contrôler le développement des plantes que l'on appelle adventices par des pratiques culturales qui seront relativement adaptées. Et enfin, nous terminerons notre étude documentaire en essayant de comprendre comment on peut limiter le recours aux herbicides par des traitements mécaniques. Commençons par essayer de comprendre le glyphosate, un herbicide controversé. Pourquoi est-ce qu'il est controversé? Pourquoi est-ce que c'est un herbicide? Parce qu'il détruit les plantes. Bon. Le glyphosate représente 25% des pesticides utilisés dans le monde. 800 000 tonnes en 2016. Alors, c'est plutôt un herbicide en fait. Il est capable de détruire toutes les plantes adventices qui sont globalement les mauvaises herbes en bloquant ce que l'on appelle une enzyme qui intervient dans la synthèse des protéines. Alors on rappelle qu'une enzyme, c'est une molécule protéique, donc il y a une séquence d'acides aminés, et cette enzyme, elle provient du décodage, entre guillemets, d'un gène particulier. Un gène, c'est une séquence de nucléotides. Il existe un code que l'on appelle le code génétique qui permet de comprendre le passage d'un gène à une protéine. En l'occurrence ici, une protéine enzymatique qui va intervenir dans la synthèse des protéines. Donc,
on a dit herbicide durable, enfin durable, ce que je veux dire, herbicide capable de détruire toutes les plantes adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes, en bloquant une enzyme qui intervient dans la synthèse des protéines. Bon, une enzyme codée par un gène, mais qui elle-même intervient dans la synthèse des protéines. Le glyphosate lui-même se dégrade lentement dans le sol et va diffuser peu à peu dans l'eau. Depuis les années 2000, le glyphosate est massivement employé aux États-Unis, en Argentine et au Brésil. Donc vous pouvez vous procurer une carte, vous pouvez voir l'estimation de l'utilisation de glyphosate aux États-Unis entre par exemple 1992 et 2016. Bon, vous allez voir qu'il y a une différence entre l'utilisation 1992 et l'utilisation 2016. Bon, puisque on part sur des... Donc si on regarde l'estimation de l'utilisation de glyphosate en grammes par hectare, eh bien, certains endroits vous n'avez pas de données parce qu'il n'y en a pas, et d'autres endroits vous avez une quantité qui est supérieure à 154 grammes par hectare. Et cette quantité est très très étendue aux États-Unis entre les deux dates dont je vous ai parlé. Donc, depuis les années 2000, le glyphosate est massivement employé aux États-Unis. C'est un fait. En Argentine également et au Brésil sur des cultures de soja ou de maïs rendues génétiquement résistantes. Alors, rendues génétiquement résistantes, toujours ce problème d'ordinateur, voilà, à cet herbicide. Ça veut dire que des plantes qui au départ vont subir l'action du glyphosate, en fait, au bout d'un certain temps, eh bien, une espèce d'adaptation va se faire et les plantes vont s'adapter, c'est-à-dire qu'elles ne seront plus détruites par l'herbicide. Donc, des cultures de soja, de maïs rendues génétiquement résistantes à cet herbicide. Bon. Son épandage s'y réalise parfois par avion ou hélicoptère, d'où une contamination plus importante de l'air et de l'eau, avec les conséquences que cela engendre, notamment sur les habitations, sur les gens, sur l'humanité en fait qui habite pas très loin de ces zones d'épandage. On a remarqué que dans certains pays, donc l'Angleterre, les États-Unis, le Canada notamment, que le glyphosate est pulvérisé sur les cultures de céréales et de légumineuses pour accélérer la dessiccation des graines. Alors ça c'est un problème et en conséquence les traces de glyphosate supérieures aux limites autorisées ont été mesurées dans les lentilles, les pois, les haricots, mais aussi dans le pain et la bière aux États-Unis et en Europe. Donc, on a vu que dans les régions où le glyphosate est très utilisé, il y a notamment, et on n'en a pas parlé mais on en parle maintenant, il y a notamment une recrudescence des cas de cancer. Recrudescence de cas de cancer observée sans qu'un lien soit unanimement établi avec l'utilisation de cet herbicide. Alors, bon, c'est très gênant, mais la corrélation est quand même relativement importante et des études ont montré récemment que le glyphosate peut causer la mort des embryons chez le lapin, la grenouille, le poulet à des doses très faibles de 20 mg par kilo et par jour. En 2018 plutôt, une étude menée sur 71 femmes enceintes du Midwest américain suspecte le glyphosate d'être à l'origine d'une diminution de la durée de la grossesse. La durée de la grossesse, c'est 9 mois. Une diminution, ça veut dire inférieure à 9 mois. Alors en France, l'interdiction du glyphosate en agriculture est programmée pour 2022. Donc en attendant, on laisse la contamination se faire, ce qui est relativement très étrange et grave de laisser les choses se faire jusqu'à 2022. Donc ça veut dire entre l'instant où le constat a été fait 2022, on ne fait rien. Bon, c'est pas très intelligent. Pourquoi 2022 de façon à laisser le temps aux filières agricoles de trouver des alternatives. Donc ça veut dire que les personnes qui vont être atteintes, qui vont mourir, etc., il faut qu'elles attendent. Bon,
C'est un petit peu bizarre comme politique. Alors, le glyphosate, c'est au centre de la controverse. Alors, il y a la structure chimique du glyphosate, C3H8NO5P. Glyphosate. Cancérigène improbable selon l'EFSA, qui est l'autorité européenne de sécurité des aliments. Bon. Cancérigène peu probable selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour la faim et l'agriculture, et cancérigène écarté selon l'ECHA, ECHA, qui est l'Agence européenne des produits chimiques. Autre étude sans danger pour l'homme et l'environnement selon les fabricants. Alors bien sûr, les fabricants peuvent peut-être cacher un peu les choses, on n'en sait rien. Bon, ça ne concerne que moi ce que je dis évidemment, hein, mais on sait lire entre les lignes. Donc ça veut dire que 4 études ont été faites et ont montré, selon l'EFSA, la FAO et l'ECHA, et bien entendu les fabricants, que l'action cancérigène était improbable, peu probable, écartée, sans danger. Voilà les termes qui sont employés. Je les répète. Sans danger selon les fabricants, improbable, cancérigène improbable selon l'EFSA, cancérigène peu probable selon la FAO et cancérigène écarté selon l'ECHA, qui est l'Agence européenne des produits chimiques. Bon. Alors évidemment, là, on n'a pas l'étude complète sur quels critères il se base pour dire ça. Bon. Le glyphosate, c'est un herbicide non sélectif qui va tuer la majorité des plantes. Ça veut dire que les bonnes plantes comme les mauvaises plantes vont être détruites. Il n'y a pas le choix. En 2017, 37 plantes adventices sont identifiées comme résistantes au glyphosate. Donc ça veut dire que l'herbicide n'est pas sélectif, il tue la majorité des plantes, mais en plus de tuer la majorité des plantes, certaines plantes sont résistantes au glyphosate. Les écologistes, eux, considèrent que c'est un herbicide qui est très dangereux, herbicide très dangereux, et cancérigène probable pour l'homme selon le CIRC, CIRC, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, et donc le CIRC de l'OMS, c'est-à-dire Organisation mondiale de la santé. Donc ça veut dire que le glyphosate, bon, il a sa structure chimique, 4 actions décidées comme sans danger, cancérigène improbable, peu probable, écarté, selon 4 organismes. Selon 2 organismes, les écologistes et le CIRC, cancérigène probable pour l'homme et herbicide dangereux. Concernant son action, c'est un herbicide non sélectif qui tue tout, qui détruit en tout cas toutes les herbes, la majorité des plantes. Et on s'aperçoit finalement que 17 plantes ont réussi à devenir résistantes au glyphosate. Alors on comprend maintenant pourquoi le glyphosate est au centre de la controverse. Ensuite, nous avons dit, essayons de comprendre comment on peut contrôler le développement des plantes adventices par des pratiques culturelles adaptées. Alors, nous allons parler de diminution de biomasse, de maïs, de tournesol. Bon, il existe différentes stratégies expérimentées pour diminuer les adventices. C'est ce que nous allons voir. Donc, il existe des techniques qui permettent de limiter le développement des plantes adventices sans forcément recourir à chaque fois à des herbicides tels le glyphosate, par exemple, mais il en existe d'autres. L'une des techniques les plus simples va consister à occuper le terrain par l'installation d'un couvert végétal vivant ou mort entre les rangs de culture, comme par exemple faire un paillage entre les rangs de fraisiers. Vous imaginez, vous avez un rang de fraisiers, vous faites un paillage qui va empêcher les plantes adventices de pousser.
Vous pouvez également recouvrir d'une espèce de tapis, d'une espèce de toile, faire des petits trous au niveau de cette toile et planter par exemple les fraisiers, et on est sûr que sous la toile les plantes adventices ne vont pas pousser. Donc on n'aura que le pied. Alors voilà, donc là on raisonne sur de petites surfaces. Maintenant, quand on imagine que les champs font par exemple 100 hectares, difficile de mettre une bâche et de faire des petits trous pour chaque graine. Difficile de pailler l'ensemble du champ. Bon, la paille, il faut la trouver déjà. Bon, c'est pas évident. Hein, c'est pas sur de petites surfaces. Oui, c'est facile pour les jardiniers, les particuliers, etc. Bon, on peut s'en sortir sans problème. Mais pour les grandes surfaces, c'est pas évident. Donc on a dit qu'une méthode simple consiste à occuper le terrain par l'installation d'un couvert végétal, vivant ou mort, entre les rangs de culture, comme par exemple un paillage. Donc voilà, donc différentes stratégies ont également été expérimentées pour diminuer les adventices, et notamment la stratégie qui est un décalage des dates de semis de quelques semaines. On peut faire un décalage, voilà. On prévoit une saison de faire des semis et on décale de quelques semaines. Deuxième stratégie, on peut augmenter la densité des semis sur le rang. On augmente la densité des semis sur le rang. Troisième stratégie, on peut rapprocher des rangs de culture. Bon, ça veut dire, vous imaginez, bon, vous avez un rang de culture, bah, l'autre, vous le mettez à 10 cm, vous le mettez à 5 cm par exemple. Donc ça veut dire que globalement, on aura dans vos rangs pratiquement que les racines et que les plantes que vous voulez cultiver. Vous pouvez faire des rotations de culture qui vont empêcher les adventices de s'habituer à un environnement donné, et les techniques de culture sans labour évitent la remontée et la germination de graines enfouies les années précédentes. Donc les rotations de culture, je répète, empêchent les adventices de s'habituer. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir une colonisation de certaines plantes qui vont se plaire à un endroit et finalement se développer de plus en plus. Il existe des techniques de culture où il n'y a pas de labour. On rappelle que les labours aujourd'hui, dans les grands champs, peuvent se faire jusqu'à 30-40 cm. Donc, si on ne fait pas de labour, ça évite que les graines qui ont été enfouies précédemment eh bien, ne remontent à la surface et ne germent. Donc ça veut dire qu'on laisse faire les choses. Les graines vont rester en profondeur, elles ne vont pas germer. Voilà. Bon, c'est une possibilité. Donc si on regarde la diminution de la biomasse d'adventices en pourcentage en fonction du fait que c'est du maïs ou du tournesol, la stratégie numéro 1, c'est-à-dire décalage des dates de semis de quelques semaines, c'est relativement faisable. Ça marche assez bien, notamment sur le tournesol. Donc, voilà, ça marche bien. Ensuite, concernant la stratégie augmentation de la densité des semis sur le rang, donc la stratégie numéro 2, eh bien, on s'aperçoit que ça marche très peu. Ça ne marche pas. Donc, c'est pas la peine de tester cette méthode. Enfin, on peut la tester, mais bon, l'augmentation de la semis dans le rang, il y a très peu de biomasse, puisqu'on arrive à moins 10% de biomasse d'adventices, alors que le pourcentage de biomasse concernant les plantes adventices qui poussent en parallèle avec le maïs et le tournesol eh bien, est de 90 concernant le tournesol et le maïs. Alors le maïs un petit peu moins 60. Donc ça veut dire que la biomasse, on a une biomasse qui est beaucoup moins importante lorsque vous rapprochez les rangs de culture. Bon, l'augmentation de la densité des semis sur le rang, c'est pas très valable non plus, puisqu'on arrive à moins 20%
de la biomasse des plantes adventices. Donc il faut retenir tout simplement que ce qui est intéressant, c'est simplement le décalage. Donc le décalage des dates de semis de quelques semaines. Bon, voilà. Après, entre-temps, ça ne vous empêche pas de désherber à la main, de prendre une ratisse. Alors après, vous allez me dire, maintenant, si on a des grands champs, on ne peut pas. Bon, effectivement, on ne peut pas. Bon, voilà, chacun sa méthode. Bon. Ensuite, on peut limiter le recours aux herbicides par des traitements mécaniques. Par exemple, bon, si vous faites un binage, si vous retirez à la main, par exemple, les plantes, ça peut être intéressant, mais si les champs sont très grands, évidemment, on ne peut pas. Bon, d'autant plus qu'on s'aperçoit souvent que les jardiniers, les agriculteurs, quelquefois qui se baissent trop, ont des problèmes dans le dos. On prend l'exemple de l'oignon, qui est très sensible à la compétition des mauvaises herbes, du fait de la lenteur de son développement et de son système racinaire qui est très superficiel. Alors, une expérimentation a été menée dans le département du Nord pour tester l'efficacité de différents moyens de désherbage mécanique. Les matériels testés sont une bineuse à doigts. Voilà, vous imaginez une bineuse à doigts et une herse. Bon, la herse est beaucoup plus grande que la bineuse à doigts. La bineuse à doigts, c'est peut-être pour les petites surfaces et la herse, c'est plutôt pour les grandes surfaces. La bineuse pouvant intervenir à un stade plus précoce que la herse, évidemment. Les résultats obtenus sont présentés en fonction du nombre d'interventions réalisées. Si on regarde, on s'occupe donc concernant les résultats obtenus. Si on a un témoin, si on regarde le nombre d'adventices au mètre carré avant la récolte et si on regarde le gain de productivité, lorsque l'on a un témoin, c'est-à-dire aucun quoi, ça veut dire on ne fait rien, ni bineuse ni herse. Mais ça veut dire que les résultats obtenus, on a 50%, bon, 50% ou 50, hein, bon c'est 50, on peut dire, bon sur 100 plantes, on aura 50%. Bon, c'est le nombre d'adventices au mètre carré avant la récolte. Donc on aura 50 plantes, on peut dire 50%, 50%, donc si on a 100 plantes, il y en aura 50. 50 adventices, donc qui seront... qui auront poussé. Si on utilise uniquement la bineuse, on s'aperçoit qu'il y a 35% de plantes adventices et qu'on a un gain de productivité qui est un petit peu inférieur à 10. Bon, pourcentage, gain de productivité, on gagne un petit peu en productivité. Donc ça veut dire que la bineuse seule, bon, c'est pas très efficace. Maintenant, si on fait la bineuse et un passage de herse, eh bien, on s'aperçoit qu'on a 20, 22, 25% à peu près de plantes adventices et on a un gain de productivité qui approche les 10 pour être à 8 à peu près. Si on passe une bineuse, si on passe la bineuse et on fait deux passages de herse, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'a plus que 12, 13% de plantes adventices et que le gain de productivité passe pratiquement à 15. Donc voilà, donc les deux techniques à retenir sont simplement, vous avez une bineuse et un passage de herse, c'est valable, un seul passage de herse, et si vous avez la bineuse, si vous faites deux passages de herse, c'est encore mieux. Bon, voilà. Voilà pour les résultats obtenus. Donc, on a dit que, donc on a cherché à comprendre les effets négatifs de l'utilisation des herbicides sur notre environnement et notre santé. Et nous avons montré que des alternatives existent, notamment une bineuse et deux passages de herse. Donc, on a vu que le glyphosate, c'était un herbicide alors médiatique par excellence, qui illustre bien les difficultés scientifiques à établir des connaissances vérifiables face aux nombreux conflits d'intérêts qui sont possibles entre les différents fabricants. Alors, est-ce que les études sont toujours sérieuses? En théorie, oui, mais on peut se poser les questions. Donc, on a mis l'accent sur certaines pratiques agricoles courantes, notamment
aux États-Unis, mais aussi au Canada, au Royaume-Uni et en Amérique du Sud. Des pratiques qui sont à l'origine de la contamination des aliments. Ces aliments qui peuvent être également exportés dans d'autres pays. Bon. On comprend que là, il y a un gros problème. On a pu noter la corrélation entre les cultures OGM résistantes au glyphosate et la massification de son utilisation. De nombreux éléments de réflexion donc, sont mis à la disposition des médias qui permettent de réfléchir, d'avoir leurs propres idées et de voir que on vit dans un monde complexe dans lequel chaque homme va vivre et exercer ses droits. Oui, mais le petit cultivateur, le petit propriétaire, le petit fermier, etc., nous, les consommateurs, on subit les dégâts, on subit les dommages. Bon. On peut y réfléchir. On a vu l'efficacité de la combinaison de différentes stratégies de lutte préventive contre les adventices, notamment l'installation de couverts végétales morts ou vivants. On parlait de paillage, mais également vous pouvez mettre des bâches. On a vu également que sur les grandes surfaces, c'était difficilement à mettre en action. C'est pas très évident. On peut augmenter la densité des semis, nombre de graines ou de plants au sein d'une rangée. On peut rapprocher les rangs, on peut décaler les dates de semis, voire faire de faux semis. On peut faire de rotation des cultures, des techniques de culture simplifiées, ça veut dire qu'on ne fait pas de labour, de manière à éviter notamment la remontée des graines. On s'est intéressé à la lutte curative, ça veut dire qu'on ne fait pas de traitement, on ne met pas d'herbicide, on ne met rien. On prend simplement ses muscles, de l'huile de coude comme on dit, et puis on s'attache à retirer, alors je ne dis pas manuellement, mais à l'aide d'outils, on retire les plantes qui sont mauvaises, on utilise les mains également. Bon, c'est pas toujours évident, ça pose des problèmes de maux de mal de dos sur le long terme. Donc lutte curative, on peut s'en intéresser, qui est basée sur un désherbage mécanique à certains stades du développement des plantes adventices. Bon. D'où l'intérêt de connaître ces plantes pour savoir à quel moment elles vont sortir, mais de toute façon il suffit de jeter un coup d'œil, de regarder et de s'apercevoir que finalement elles poussent, et quand elles poussent, on les enlève. Bon, donc là encore, on a une dimension expérimentale qui est mise en avant, tout comme une approche qui va combiner différents traitements mécaniques. Le glyphosate, donc on a vu, il est très utilisé car il s'agit tout d'abord d'un herbicide qui est très efficace, qui est capable de détruire toutes les plantes sauvages. Et il diffuse peu dans l'eau, mais il diffuse quand même. Il se dégrade dans le sol, mais il se dégrade lentement. Donc ça veut dire que d'une année à l'autre, on va se retrouver avec des concentrations croissantes de glyphosate. Cette substance, elle n'est pas seulement utilisée en tant qu'herbicide, mais aussi comme accélérateur de maturité des graines au moment de la récolte, car il favorise la dessiccation. Bon, voilà, son utilisation est devenue de plus en plus importante dès lors que des variétés cultivées génétiquement modifiées pour être résistantes au glyphosate ont été développées. Bon. Son utilisation est critiquée. De nombreuses organisations écologistes, notamment et OMS, ont souligné qu'il s'agit probablement d'une substance cancérigène, au contraire d'autres organismes tels que les fabricants eux-mêmes, qui sont, évidemment, on comprend leur intérêt, mais aussi la FAO, l'ECHA ou l'EFSA. Donc le débat existe, donc le risque cancérigène a notamment été révélé par la corrélation entre son utilisation massive dans certains pays et la recrudescence dans ces mêmes pays de certains cas de cancer. Voilà, donc différentes études ont montré aussi des effets négatifs sur le développement embryonnaire des petits vertébrés. Voilà, donc là on ne comprend pas pourquoi certains organismes disent ce n'est pas dangereux. Pas dangereux. Des effets négatifs sont aussi suspectés au niveau chez l'homme. De plus, son efficacité devient discutable, puisque en 2017, on a vu que 37 espèces de plantes adventices sont reconnues résistantes au glyphosate. Alors, quels sont les moyens de limiter l'utilisation des herbicides? On l'a vu, donc si on fait un rappel,
On peut faire un couvert végétal qui va empêcher la germination des plantes adventices. On peut faire une rotation des cultures qui perturbe leur capacité à se développer en laissant les graines enfouies en profondeur. On peut éviter de faire des labours, ce qui évite la remontée également des semences et qui réduit la germination. Évidemment, dans ce cas, les graines restent en profondeur. Alors évidemment, peut-être qu'à la moindre occasion, elles vont pousser. Dès l'instant où les graines vont remonter en surface, évidemment, il y a de grandes chances qu'elles se mettent à pousser. Bon, on peut faire une combinaison de stratégies, par exemple l'augmentation de la densité des semis et le rapprochement des rangs de culture, mais surtout, et ce qui paraît assez efficace, c'est le décalage des dates de semis qui permet de diminuer de 80% la masse des plantes adventices dans une culture, par exemple la culture de tournesol. Mais ça marche très bien également avec le maïs. Et on peut faire enfin un travail mécanique du sol qui va permettre un désherbage efficace, notamment si le nombre de passages augmente. On obtient par exemple une réduction de 50 environ, enfin une réduction de 50 plantes, donc 50%, à environ 14% d'adventices au mètre carré. Si on fait, alors on avait vu 2 passages, c'est intéressant, mais si on fait 3 passages, c'est encore plus intéressant, puisqu'on arrive à 15%. 3 passages, non, on arrive à 14%, pardon. Voilà, donc on remarque parallèlement une augmentation de la productivité de 15% liée d'une part à l'élimination des plantes adventices, mais aussi au travail superficiel du sol qui favorise son aération et la pénétration de l'eau de pluie. Donc ça veut dire tout simplement que la terre, on s'arrange en faisant cette méthode, on s'arrange pour que le sol redevienne fertile. Ça veut dire que l'on conserve, que l'on augmente la quantité d'êtres vivants du sol, donc ça veut dire que le réseau trophique devient fonctionnel et non plus dérisoire, entre guillemets. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des bénéfices quant à la réduction de l'utilisation des herbicides. Bon, décontamination lente de l'environnement, dépollution du sol, de l'air et de l'eau, une protection de la biodiversité, notamment de la faune, donc si on réduit les herbicides, bon. Une réduction des risques de développement de cancer chez l'homme ou d'anomalies liées au développement embryonnaire. Donc ça veut dire qu'il faut absolument limiter l'utilisation, par exemple des glyphosates, mais pas que les glyphosates. Les agriculteurs utilisent donc des moyens, que ce soit des moyens techniques ou des moyens utilisant des herbicides, mais il faut que la personne qui s'occupe, donc l'agriculteur s'occupe d'un agrosystème qui va gérer ces surfaces qui sont de plus en plus importantes, enfin qui sont très importantes, hein. Notamment on avait parlé du remembrement à partir des années 60, dans un autre cours, je vous invite à vous y référer. Donc on a des superficies qui sont de plus en plus importantes, au niveau desquelles on fait surtout de la monoculture, alors qu'avant, avant le remembrement, avant les années 1960, on faisait surtout de la polyculture. La polyculture, c'était très intéressant. Maintenant, il y a eu ce remembrement, cette politique de remembrement. On a des surfaces qui sont très étendues. En conséquence, on a eu une perte de fertilité du sol pour X raisons dont je vous ai parlé dans un autre cours également. On a vu qu'il y a des êtres vivants qui sont nuisibles. On en a parlé également dans un autre cours. On voit aujourd'hui qu'il s'agit des mauvaises herbes. Donc, vous voyez que le problème de la gestion durable, aussi bien des mauvaises herbes que des ravageurs, entre guillemets, pose un problème qui est très important. Il y a des risques à utiliser les herbicides. Ils représentent pour notre environnement un danger grave, non seulement pour notre environnement, mais également pour notre santé. Des solutions, on en a envisagé, mais les politiques devraient mettre en place des solutions beaucoup plus drastiques afin que chacun n'ait pas au-dessus de lui cette épée de Damoclès qui fasse que là où il y a des cultures avec des méthodes intensives, eh bien il y ait quelque chose dans notre corps qui soit gravement atteint. Le cours est terminé. Merci.